Bienvenue à toutes et tous. Donc, je m'appelle Alok Nandi et je suis un des associés de Spread et nous avons lancé Design Open il y a 4 ans en Inde dans un lieu qui s'appelle le Design Barn. Et c'est un lieu qui nous permettait d'avoir des rencontres dans la vraie vie, espace physique. Et puis, 2020 a changé quelque part les règles du jeu. On continue à avoir des Design Open là dans l'espace entre guillemets virtuel. Et sur 2020, on a lancé une série qu'on avait appelée Design Open Happy Hour. Et tous les 15 jours, on avait une session. Et puis, on a lancé Design Open DICE. DICE comme D pour design, I pour innovation, C pour culture, E pour entrepreneuriat. Et donc, nous continuons ici avec vous sur une version francophone de DICE que j'ai proposé d'appeler Vivre. Vivre le design, vivre l'innovation, vivre les différentes modalités de changement au sens large. Et une des règles qu'on se donne dans Vivre, c'est une multiplicité de voies, une multiplicité de parcours. Et donc, merci à vous d'être de la partie. Et puis, ces conversations vont, au fil des sessions, se densifier, se répondre. Et on a aujourd'hui Cathy Cotello, Caroline Gagnon, Giuseppe Atoma, Bertrand Cochet et Dominique Siam. Chacun d'entre vous, vous avez des parcours qui vont nous permettre de nous interroger sur le présent et le futur du design. Moi, je suis Alok Nandi, basé à Bruxelles, et je travaille entre Bruxelles et Bangalore en Inde. Et Design Open, on essaye de réfléchir les multiplicités, les pluralités du design. Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir cette série Vivre qui regarde le design non pas du côté Silicon Valley, pas les éternels récits qui viennent de San Francisco et autres. Il y a d'autres manières d'approcher le design et je suis sûr que Dominique va abonder en ce sens. Il y a des regards francophones qui méritent d'être dépliés, d'être partagés, d'être questionnés. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de se poser la question ou les questions entre pratique et éducation, entre praticien et éducation, éducateur, et de se dire, tiens, qu'est-ce qui est nécessaire en 2021, 22, 23 ? Nous avons Cathy qui a une double casquette entre Saint-Gobain Recherche où elle pilote le design et l'ENSI qu'elle préside, l'École nationale supérieure de création industrielle. Nous avons Bertrand qui est praticien et éducateur. Nous avons GCP praticien. Nous avons Caroline qui donne des formations, qui est professeure à Laval. Dominique lance une école de design et est aussi président de la PCI avec une multiplicité de parcours pour chacun d'entre vous. Et les règles du jeu qu'on s'est données ici sont assez simples. Vous aurez chacun environ 5-6 minutes pour nous donner des réflexions sur 2 angles. Parce qu'on peut aller dans de multiples directions, mais on va choisir 2 angles, 2 points d'ancrage. Le premier, c'est qu'est-ce qui vous a intrigué, fasciné ces derniers mois dans le monde du design, de l'innovation? Et le second angle, qu'est-ce qui vous a irrité ou qui vous irrite et qui mérite qu'on change le système ou les systèmes ou des fragments de système? Et donc, c'est un brief, si je peux utiliser ce terme non francophone, un brief assez large, mais qui nous permettra d'avoir vos 5 regards. Et à partir de ces 5 regards, on va commencer à tresser, à interagir. Benjamin Lemarié, qui était intervenant la fois d'avant, on avait donné une autre approche qui était plutôt vos parcours de designer. Et à partir de là, on avait rebondi. On prépare la session de décembre, Design Open Vivre 03, et on va continuer à multiplier les regards. Ceci dit, Design Open,
comme le disait l'une ou l'un d'entre vous, c'est d'ouvrir les possibles et surtout de réfléchir les pratiques. Et je propose donc à Cathy de se lancer. Et puis, on va continuer avec Caroline. Caroline qui est à Montréal, Cathy à Paris, Bertrand à Lyon, JCP entre Paris et Lyon. Et Dominique, officiellement, tu es à Paris, mais le Tam Tam Design me dit que tu es peut-être à Rennes. Est-ce que je me trompe ou pas? Tu n'as pas ton micro, Dominique. Ouais. J'étais à Rennes, mais virtuellement. Là, je suis à Saint-Germain-en-Laye, à l'école. Ok, super. Donc, on va commencer cet échange en partant dans des directions qui, a priori, ne sont pas connues, puisque chacun d'entre vous ne connaissait pas les contributions des autres. Et c'est là où ça va devenir amusant. Cathy, à toi. Ok, donc apparemment, je vais lancer le bal. Donc, du coup, tu disais quelque chose, moi, qui m'a fascinée ces derniers temps. Moi, je suis assez férue de discussion. Et ce que j'ai pu observer ces derniers temps, notamment avec la période un peu de parenthèse dans laquelle on a tous été plongés, moi j'ai été très ravie de voir émerger plein d'espaces, plein de salons, plein d'endroits où en fait il devenait possible de parler du design, mais dans une approche assez réflexive, c'est-à-dire à la fois en faisant le bilan d'une situation, en étant aussi capable de partager des prises de conscience, en étant aussi à même de partager des ambitions, des rêves, et aussi de commencer à peut-être un peu conceptualiser tout ça, c'est-à-dire face à cette masse de réflexion, d'interrogation, et puis en face d'avoir une envie de changement, de nouveau, de faire bouger les choses, comment en fait on peut s'atteler à tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai été ravie de voir à quel point finalement, alors c'est peut-être pas des nouveaux objets de design qui sont sortis, parce que je me rappelle au début du confinement, je pense que moi j'avais en tête que voilà, parce que je voyais aussi pas mal de choses passer, de designers qui se mettaient à faire des maquettes, des prototypes de choses, etc., et de mettre en place une forme de design d'urgence. Ça, j'ai vu que ça ne s'est pas obligatoirement énormément développé, mais par contre, je pense une profonde réflexivité s'est mise en œuvre. Et ça, moi, je trouve ça formidable, parce que j'avais le sentiment ces derniers temps qu'on était beaucoup à l'œuvre, qu'on était beaucoup tous dans l'opération, tout en voyant les choses positives ou pas se mettre en place. Mais là, une capacité à sortir la tête de l'eau. Et ça, moi, ça m'a vraiment enthousiasmée. Ça m'enthousiasme toujours, puisque voilà, le genre d'espace que tu nous offres aujourd'hui à Locke, je trouve, relève de cette observation. Après, il y a quelque chose qui relève pas d'une irritation, mais qui relève plutôt d'une question assez profonde sur cette question de changer, du changement et de la manière dont on procède. J'ai le sentiment qu'on navigue entre des désirs et en même temps une réalité qu'on ne regarde pas toujours en face. Et derrière cela, je parlerai des enjeux de compétences, en fait, pour changer des situations qui sont complexes. Et très souvent, j'entends parler du design comme une sorte de méta-compétence qu'on ne détaille pas, en fait. Et alors, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que moi, quelque chose qui plutôt m'impatiente, en fait. Ça ne m'irrite pas, mais m'impatiente, ce serait de plonger dans cette méta-compétence qu'est le design, pour vraiment mettre en lumière quelles sont les compétences qui relèvent de celles dont on a besoin pour changer. Parce que je pense que, comme tu parlais, dans le design, il y a des designs qui adressent, on va dire, des objets qui sont différents,
Et donc, du coup, met en œuvre des compétences, et les praticiens mettent en œuvre des compétences qui, des fois, diffèrent. Et c'est vrai que moi, voilà, cette chose-là, elle m'interpelle beaucoup, notamment, et après, je m'arrêterai là, c'est pour faire du lien aussi avec la question de l'ambition qui est souvent grande derrière le design, notamment des ambitions qui sont stratégiques. Et moi, dans l'entreprise dans laquelle je suis, eh bien, ces compétences, si elles sont bien décrites, elles seraient un vrai levier pour pouvoir faire comprendre dans les différentes sphères qu'est-ce que le design peut. Au-delà des outputs que le design produit, par exemple un produit, un service, une expérience, c'est compliqué pour une entreprise dans sa structuration, dans sa psychologie, de faire du lien avec les compétences du design, parce qu'en fait, elles ne préexistent pas dans l'entreprise. Donc, il faut l'aider, l'entreprise, à faire ce lien-là. Et si ces compétences, elles ne sont pas spécifiées, ben pour l'entreprise, ça reste quelque chose d'exogène et difficile à valoriser et difficile à intégrer. Voilà. Donc, c'est pour ça que à la fois, je trouve que le moment, il est éminemment génial, parce que justement, je pense que vont émerger justement par ces discussions, cette matière va émerger. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en cours, donc du coup, ça m'impatiente. Voilà. Je ne sais pas si ça a duré 6 minutes, mais du coup, je pense que j'ai tenu le temps qui m'était imparti. Super, merci Cathy. En fait, ici, les règles sont plus souples que le Pechakucha. Vous connaissez hein, ce format, le format japonais Pechakucha, 400 secondes, 20 images fois 20 secondes. Et donc, en général, bon, j'organise les Pechakucha à Bruxelles et quand je fais ça en live, on pousse l'intervenant hors de la scène. Et donc ici, vous êtes en position sereine puisque on a des règles moins rigoureuses. Merci d'avoir lancé ces premiers éléments et cette notion de métacompétence qui va provoquer des réflexions, je suis sûr, dans nos échanges. Parce que est-ce que le design devient la poubelle, entre guillemets, de tout ce qui ne se fait pas ailleurs, si je veux être provocant, et que va-t-on faire de ça? Donc, on va passer à Caroline qui est au Canada et qui, elle, est en train de fabriquer des designers, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, puisque tu les modèles. Et à toi, Caroline, qu'est-ce qui t'a fasciné ces derniers mois et qu'est-ce qui t'irrite ou t'impatiente ou, pour utiliser le terme plus doux que Cathy nous a proposé et moins rigoureux que j'avais demandé. On y va. Caroline, à toi. Bon, en fait, moi, pour vous mettre en contexte, je suis professeure titulaire à l'École de design à l'Université Laval et j'ai eu le bonheur de fonder un programme en design de produits en 2014 avec l'objectif de pouvoir intégrer les approches empathiques et une dimension entrepreneuriale, donc avec une forte valeur. L'objectif étant de voir si on est capable de faire le développement d'entreprise à partir d'une approche de design. Et on a quand même quelques étudiants qui ont, suite à leur formation, entrepris un parcours entrepreneurial assez exceptionnel avec déjà des entreprises qui sont en développement et en croissance. Alors, ça, c'est pour la mise entre parenthèses. Qu'est-ce qui m'a fascinée? Moi, je travaille à titre de chercheur aussi depuis plus de 20 ans sur les questions publiques, les contextes publics. Et ce qui me fascine, c'est le besoin de l'expertise en design et ça va renvoyer à ce que Cathy a placé tout à l'heure, donc, et particulièrement les compétences traditionnelles, mais des compétences traditionnelles articulées à partir dans certains cas de données probantes, ce qui n'est comme pas vraiment une habitude dans nos domaines d'expertise, ou à tout le moins à une compétence qui s'incarne beaucoup dans la matérialité. Et ça fait en lien aussi à
à ce que Cathy a mis tout à l'heure comme enjeu de métacompétence, c'est-à-dire qu'avec l'engouement du design thinking, surtout en Amérique du Nord, nous, on a vu une appropriation vraiment importante du design dans les discours sans avoir vraiment les compétences du projet et les compétences articulées en termes de professionnalisation, donc design graphique, design d'interaction, design de produits, éventuellement design de services, mais sans nécessairement donc les outils nécessaires pour être capable de pouvoir intervenir de manière adéquate. Donc, si d'un côté, je vois des besoins importants, je suis sur des projets en éducation où on essaie de travailler sur les orientations à très long terme pour la sélection du mobilier dans les écoles primaires de tout le Québec et les écoles secondaires, où on doit donner des orientations sur la base d'une démarche rigoureuse scientifique, ce qui n'est pas facile à faire parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui ont ces capacités-là aussi à faire, mais le besoin est extrêmement présent. Je le vois aussi en santé, dans les hôpitaux où la matérialité prend beaucoup de place et souvent induit des problématiques importantes. Puis d'un autre côté, dans le discours public ou dans le discours plus élargi, on met beaucoup l'emphase sur la métacompétence du design qui est un processus qui est dématérialisé, alors que les besoins que je vois de façon assez prégnante et aussi qui nous permettrait d'avoir une articulation plus stratégique aussi, c'est-à-dire savoir se positionner de manière à pouvoir appuyer la décision publique là, en ce qui me concerne. Bien, en fait, elle a besoin de ces compétences particulières parce que, à mon sens, c'est vraiment une des disciplines qui est le mieux placé pour faire face à un certain nombre d'enjeux, particulièrement les enjeux écologiques, les enjeux aussi de développement économique, alors qu'on les a un peu mis sous le tapis en mettant l'emphase sur ce que moi j'appellerais le fast track innovation, c'est-à-dire on fait une séance collaborative, on fait du design, mais qui mène à un instant de créativité, mais qui est très difficile à implanter. Donc, on se pose moins la question de l'implantation, de la réalisation, de la pertinence peut-être aussi. Donc, ce sont des préoccupations qui m'animent et qui renvoient aussi à la capacité d'agir des designers et comme formateur à qu'est-ce qu'un designer doit connaître pour être en mesure d'exercer cette capacité d'agir-là et éventuellement d'exercer sa capacité d'influence chez des décideurs qui, eux, ont des rationalités différentes. Donc, ça fait beaucoup, là, mais c'est pas mal ce que je voulais apporter, puis ça trouvait vraiment écho dans ce que Katia a lancé au départ. Super, merci Caroline. Et puis ça permet, on voit tout de suite là qu'il y a des lignes directrices qui émergent et des tensions que vous exprimez. Et ces tensions, elles existent aussi bien dans le nord de l'Amérique qu'en France. Et notre objectif ici est de voir comment tresser et articuler, puisque aussi bien Caroline que Cathy, vous mentionnez cette notion d'articulation qui est nécessaire pour que d'autres comprennent. Et on va rebondir et continuer avec Giuseppe qui est fondé à Thomas il y a déjà un certain nombre d'années, et Giuseppe qui a vu des évolutions d'appropriation par les entreprises et qui aussi, j'imagine, a vu la manière dont ses collaborateurs ont été formés ou moins bien formés, entre guillemets. Giuseppe, à toi la balle. Oui, merci beaucoup. Déjà, alors que j'en profite juste une minute pour te remercier de cette initiative, parce que déjà, c'est un vrai plaisir d'être là avec des amis. Cathy, d'ailleurs, avec qui on a travaillé ensemble par le passé, justement, et Dominique, et voilà. Et toi-même, alors que Caroline, on ne se connaît pas, mais je suis ravi de faire ta connaissance. Et Bertrand, on s'était rencontrés là récemment à Lyon, donc c'était
la première conférence physique à laquelle j'ai participé avec le Covid. Donc, ce sont des rencontres qui m'ont marqué un peu, donc c'est sympa. Et alors, moi, ce que je peux apporter comme élément de réflexion, c'est, alors justement, tu as rappelé, alors qu'effectivement, moi, j'ai créé Atoma, bon, effectivement, je ne dis pas combien de temps parce que ça ne me rajeunit pas, mais un petit moment. Et je pense qu'en fait, qu'on a quand même pas mal porté une réflexion sur le métier, sur le design et sur son rôle au travers des projets. Donc ça, je pense que c'est les relations avec les clients. Je pense que c'est quand même une belle expérience qu'on a pu vivre. Mais dernièrement, donc en 2019, Atoma a rejoint un groupe italien qui s'appelle Assist. Donc c'est une entreprise très intéressante qui intervient sur la verticale de l'expérience client, Customer Experience, et qui a une très forte, en fait, un très fort ancrage dans le design. Donc en fait, l'équipe italienne, c'est environ 130 personnes, donc entre designers, designers de services, UX, UI, user researcher, business designer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et donc, avec aussi notre équipe en France, bon, voilà, grosso modo, j'ai l'occasion quelque part d'observer l'activité de 150 personnes. C'est quand même assez significatif en Europe. Et justement, avec des expériences et des formations, des parcours qui sont assez variés. Donc, justement, les formations françaises, les formations italiennes. Et là aussi, il y en a plusieurs, hein, entre Polytechnico et d'autres cursus qui existent ici, extrêmement intéressants. Et aussi, on a un certain nombre de personnes qui ont fait des expériences de formation dans d'autres pays, comme par exemple aux Pays-Bas, à Delft, etc. Donc, on a effectivement un creusot qui est très intéressant, justement, de métissage, d'hybridation de parcours et des visions des choses que je trouve vachement intéressant, et c'est vraiment réjouissant pour moi d'être là-dedans aujourd'hui. Alors, donc ça, c'est pour donner un peu le contexte. En fait, voilà, ce que j'observe. En fait, ce que j'observe, tu as introduit alors que la réflexion, disons, voilà, c'est bien de réfléchir ensemble au passé, au présent, au futur du design. J'aimerais quand même qu'on regarde un peu aussi le passé, parce que je suis assez... Voilà, ce que j'observe, ça me sidère parfois, c'est vraiment qu'on est dans une dimension, une accélération très importante. Ça, on l'observe de façon très évidente. Et ça, c'est certainement la pression de l'industrie digitale, de la croissance de l'industrie digitale. Effectivement, ça mène en sorte de course un peu effrénée là-dedans. Et ces facteurs-là, associés aussi à la dimension qu'a pris effectivement notamment l'activité UX, qui est devenue extrêmement... c'est une industrie aujourd'hui, donc qui va en vitesse folle et qui finalement est totalement biaisée par des outils quelque part qui amènent aujourd'hui en fait un certain type de pratique. Hein, donc, et c'est très intéressant. Par exemple, la réflexion que moi je fais en interne là aujourd'hui, c'est de dire, mais c'est impressionnant de voir que, par exemple, dans les pratiques des métiers, notamment du digital, aujourd'hui, on a totalement perdu la notion d'architecture. C'est-à-dire que les outils qu'on utilise maintenant sont des outils qui sont des outils extrêmement liquides, donc qui permettent de produire en temps réel des mock-ups, des prototypes, et donc ce qui a certainement énormément de qualité. Hein, c'était pas pour... Mais en même temps, la vision qu'on a, elle est totalement concentrée sur le parcours, même pas l'expérience, vraiment simplement la navigation, la cinématique, en quelque sorte. Et quelque part, il n'y a plus personne qui sait qu'est-ce que c'est en fait cette structure en fait de ce corpus digital dans lequel on est immergé du point de vue des contenus, des fonctionnalités. Donc ça, c'est une chose qui ça m'interpelle. Je trouve très dangereux parce que ça implique énormément de conflits après avec les enjeux justement data, les enjeux contenus, les enjeux de base de données, etc. C'est très significatif aussi en général. Donc ça, c'est un élément que j'observe et que qui me fait penser qu'il y a certainement un besoin de retrouver aussi des fondements pédagogiques qu'on a perdus, parce qu'en fait, dans les écoles du design, après Dominique, je serais très curieux d'avoir son point de vue, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas forcément l'histoire du design, comment ça s'est construit cette doctrine-là, notamment dans les derniers 30 ans, 40 ans en fait. Hein. Donc voilà, on a beaucoup de références par rapport à un univers un peu plus mythologique quelque part, le design
industrielle, etc. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui compère. Donc je pense qu'il y a un appauvrissement culturel dans les pratiques du design que je pense que les écoles devraient quelque part adosser. Et voilà, ce qui m'irrite, et là je reviens sur ce qui a été dit par Cathy et aussi par Caroline à certaines mesures, c'est la question. Alors, moi, je suis un peu plus provocateur par rapport à ce qu'a dit Cathy. Donc, mais en fait, moi, je pense que là, effectivement, il y a. Enfin, moi, je suis assez irrité, en fait, parce que finalement, il y a une tendance à une sorte de vision romantique, un romantisme du design, de designer, en fait, qui, quelque part, bon, je pense que c'est quelque chose de très français aussi, hein, parce que, bon, pas que, mais quand même, je l'observe particulièrement en France, qui est un peu quelque part un peu le pendant qu'on a connu par le passé avec les architectes, donc l'architecte des miurges, donc c'est cette vision en fait d'une compétence, justement métacompétence, comme Cathy disait, qui finalement, non, quoi, ça n'existe pas, ça, finalement, c'est pas vrai. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel en fait il faut qu'on s'interroge, parce que le résultat de ça, c'est qu'on cultive en fait une sorte de fausse promesse quelque part, parce qu'en réalité, ça n'existe pas, ça. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Et voilà, donc je pense qu'on génère et on crée de la frustration, forcément, parce qu'en fait, on fait une promesse qui ne peut pas être tenue, parce que ça n'existe pas. Donc ça, c'est un point qui, moi, ça m'irrite, en même temps, ça m'inquiète aussi. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais aussi avoir votre ressenti et votre avis. Voilà, je reste là pour le moment et après on fera peut-être un autre tour. Merci. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Non, c'est parfait, mais c'est super intéressant là qu'on commence à exprimer ces zones de friction, ces zones d'irritation, parce que c'est là où, entre guillemets, le schmilblick doit avancer et devrait avancer. Et on a Bertrand et puis Dominique qui sont là pour apporter leur point de vue et puis à chacun d'entre vous de réagir sur ce que vous avez entendu pour qu'on se dise quel est le paysage qu'on est en train de dessiner. Et Giuseppe, tu poses la question intéressante, c'est quel a été le paysage avant? Il y a des amnésies et on doit se poser des questions sur ces amnésies. Totalement. Et donc, je suis curieux de voir comment on va pouvoir connecter ces frictions et ces amnésies. Et je passe la parole à Bertrand, qui, lui, est basé à Lyon et qui a aussi une casquette qui a été évoquée en termes de zone d'activité, c'est design de service, notamment. Donc, Bertrand, à toi la balle. Resitue-nous ton contexte et puis tes zones de fascination et tes zones d'irritation. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alok. Contexte, effectivement, comme tu l'as précisé, autour du design de service, mais à l'origine, direction artistique en agence de communication, donc très orientée impression, à une époque où, je n'ose le dire, mais Internet n'existait pas ou tout juste. Et puis ensuite, design digital, puis ce qu'on appelait à l'époque ergonomie avant qu'on l'appelle UX. Donc voilà, j'ai navigué dans différentes approches avec cette culture du design au sens large. Et comme l'évoquait Cathy, en France, on a ce travers de ne pas associer un élément au terme design, là où dans les pays anglophones, il est rare d'utiliser design seul, sauf pour parler de la pratique elle-même. Au regard de cela, moi, ce qui me fascine en ce moment, en lien avec la crise sanitaire que le monde a traversée de manière un peu forcée, c'est au-delà du déploiement des outils collaboratifs en ligne qui permettaient de la créativité et qui permettaient justement de l'interaction à distance, ça a été ce fantastique engagement des participants. Et quand je dis participants, sur des ateliers, encore une fois, pas spécialement dédiés à du numérique, ça pouvait être aussi à la réflexion sur du produit. Cet engagement, tout type de profession et de statut confondus, y compris avec des directions qui étaient parfois difficiles à capter sur des temps en présentiel, et là qui se rendaient disponibles parce que du coup, il y avait des activités réduites et donc du temps pour participer à ça. Ce qui fait que la réflexion qui était portée au sein d'équipes multidisciplinaires permettait d'aller beaucoup plus loin, en tout cas dans ce que j'en ai observé, que ce qu'on pouvait avoir traditionnellement.
et avec une réflexion aussi un peu plus pointue. Je pense notamment que l'interaction à distance permettait de faire tomber une barrière où on voyait que la sphère privée-pro s'effritait un petit peu, et avec des prises de parole qui faisaient rentrer de l'émotion, faisaient rentrer des expériences plutôt intimes qui étaient partagées en groupe, là où en général, sur des ateliers en présentiel, chacun est dans son précaré avec une forme de contrôle de ce qui est dit, de peur d'être jugé, de peur de voilà, tous ces enjeux qu'on a, et où on porte justement un masque, ce qu'on fait tous d'une certaine manière. Mais là, j'ai pu observer justement que ces éléments tombaient et amenaient souvent à des concepts ou à des visions très très fortes, et des engagements en termes de psychologie de groupe très très forts, qu'on avait moins, enfin, qui demandent beaucoup plus de travail quand on est en présence qu'à distance. Donc ça, c'est vraiment le côté que j'ai trouvé positif. Je pondère juste, étant enseignant par ailleurs à l'université, dans des écoles, pour la transmission de ces approches-là, de ces techniques et de ces outils. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus compliqué à transmettre aux étudiants, où on sentait vraiment que la présence et d'être en groupe leur a beaucoup pesé, et je serais intéressé tout à l'heure d'avoir vos retours d'expérience. Côté irritation, j'ai une tendance, mais c'est une observation qui date de quelques années maintenant, je trouve, l'uniformisation de ce qui est produit par des designers. Alors, je ne veux pas généraliser, mais globalement, on voit beaucoup de sites, d'applications donc là, je me concentre sur du numérique, qui ont tendance à tous se ressembler. Là où, encore une fois, on a une grande partie de réflexion, de travail en amont, de travail sur le terrain, des ethnographies, etc., qui amènent normalement des réflexions qui doivent aller beaucoup plus loin. Et il y a une vraie rupture, je trouve, à un moment donné, je ne me l'explique pas toujours, une vraie rupture dans la mise en application. Et ce qui fait que, en termes d'expérience, je ne sais pas vous, mais les dernières grandes expériences que j'ai pu vivre sur du digital commencent à dater. Peut-être que je n'ai pas accès aux bons sites ou aux bons endroits, donc à vous aussi peut-être de montrer voilà, qu'il y a d'autres lieux. Mais voilà, cette uniformisation, je pense qu'en termes et d'éducation, et ça rejoint ce que disait Giuseppe, d'éducation et de culture, on a besoin, je pense, d'aller un petit peu plus loin sur l'innovation, la créativité, et oser à un moment donné, et ça c'est au sein d'une entreprise ou d'une agence, c'est arriver à tenir justement ce défi d'aller au-delà, de sortir du cadre et de le déployer en osant justement ne pas être comme tout le monde. Et ça, je pense que le design en sortira fortement grandi. Merci Bertrand, et tu nous offres en fait une passerelle ou un tremplin assez fascinant pour faire la connexion avec Dominique. Dominique, est-ce que je peux me permettre de citer quand on s'est rencontrés? C'était au siècle dernier. C'était, si ma mémoire est bonne, et corrige-moi si je ne suis pas atteint d'amnésie, c'était en 99 dans le cadre des prix Möbius, où on célébrait dans le monde du numérique la diversité des approches et la créativité. Et c'est intéressant que Bertrand, tu nous parles de cette uniformisation, et Giuseppe nous parlait de ce manque de culture. Je peux rajouter un terme, ce manque de culture critique, qui nous crée l'ambiance. Et donc, Dominique, si je me suis permis de te mettre en 5e intervenant, c'est pour te donner de quoi réagir, contre-réagir, rajouter, puisque tu es assez volubile dans de multiples cercles, et comme Cathy le sait, tu aimes les discussions comme elle aime les discussions, et donc c'est l'occasion pour nous de voir les points qui te fascinent, les points qui t'irritent, et aussi les réactions à ce que tu as entendu. Et puis après ça, on va commencer à tresser entre vos 5 interventions. Dominique, la balle est à toi. Merci beaucoup Alok, et merci beaucoup à tous aussi. Merci aussi de laisser la possibilité d'être le dernier à parler, parce que forcément, c'est plus facile pour moi en fait. Mais ça donne du grain à moudre, et surtout, ça crée du lien dans les idées que moi je voulais développer ici. Juste une petite
petite incise, en ce qui concerne la culture, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pourquoi, pour l'école que je crée, le premier des piliers, et c'est un pilier gigantesque, c'est celui de la culture. Voilà, c'est-à-dire que je dis, moi, un designer n'est pas un designer au XXIe siècle s'il n'est pas cultivé. C'est juste un technicien. S'il veut être un designer, on participe au grand projet de design, alors la première chose qu'il doit faire, c'est se cultiver. Sans ça, c'est juste quelqu'un qui a de l'expertise. Et c'est plus dont on a besoin, justement. Et je vais y revenir. Alors moi, le sujet de ma joie et le sujet de ma colère, plutôt que de mon irritation, c'est la même chose, en fait. Ils sont assez connectés. Le sujet de ma joie, dans l'année qui s'est passée, il y a très exactement 1 an, c'est l'annonce du nouveau Bauhaus européen. Ça, pour moi, c'était une joie gigantesque de voir comment une femme, Ursula von der Leyen, arrive à synthétiser au travers dans l'appel à projet l'ambition européenne. Tu as intitulé ce cycle « Vivre ». Je suis très, très sensible à ça, parce que ce que l'Europe affirme depuis longtemps, mais d'une certaine manière qu'elle réaffirme au travers d'un projet comme le nouveau Bauhaus européen, c'est un projet de vie, c'est un projet de vie, de vie ensemble, de vivre ensemble, c'est le projet de vivre ensemble, européen. Là où il y avait un American way of life, il y a un European project of life. Et c'est la notion de projet qui est déterminante. C'est-à-dire que nous nous posons la question, en tant que peuple politique, je pense que c'est vrai pour les Européens, c'est encore plus vrai pour les Français, de notre dessein commun, de notre communauté de dessein, notre communauté de destin. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très fort. Je ne sais pas que donnera le nouveau Bauhaus européen. J'espère que ça donnera des choses très, très intéressantes. Mais le simple fait d'exprimer le projet est pour moi quelque chose de très, très fort parce que c'est une référence au design évidente et qui encapsule à peu près tous les enjeux auxquels doit faire face l'Europe. Ce qui m'irrite, ce qui me met en colère, c'est aussi de nature politique. Pour moi, le nouveau Bauhaus européen, c'est un projet politique, il exprime une volonté politique. Ce qui m'irrite, c'est l'absence de vision politique autour du design. Parce que, et en particulier dans mon beau pays, et malgré ce qui est en train de se passer, la création d'un Conseil national du design, les assises du design, etc., il y a quand même une inertie culturelle, paradigmatique en France gigantesque, où on s'acharne à utiliser les mêmes techniques, à invoquer les mêmes disciplines, à s'appuyer sur les mêmes personnes issues des mêmes écoles pour résoudre des problèmes qui sont en fait des problèmes qui sont de nature systémique, qui nécessitent non pas d'innover, mais de changer. Donc ça me mettrait très en colère parce que je pense qu'il suffirait de peu de choses pour que le génie français se réexprime à nouveau en abandonnant les paradigmes venus des grandes écoles, mais aussi en abandonnant la posture dont parlait Giuseppe tout à l'heure, que les écoles de design françaises ont adoptée, mais peut-être contraintes et forcées, mais aussi par une forme de tropisme romantique et le goût de l'abstraction, qui le déconnecte du réel, et en particulier du réel de l'entreprise, et je rajouterais aujourd'hui du réel de la collectivité territoriale, qui me semble la deuxième grande destination des designers au XXIe siècle. C'est-à-dire que les entreprises, c'est bien, et il faut absolument y aller, mais les collectivités territoriales, c'est bien aussi. Il va falloir que les designers se dispatchent sur les deux. Voilà. Donc ça me semble, voilà, pourquoi je dis ça? Parce que, au bout du compte, pour moi, le design, il mérite d'être appelé design tout court, sans qu'on lui accole quoi que ce soit. Parce que dès qu'on lui accole quoi que ce soit, on est dans l'ancien monde, celui de la séparation, celui du silo, où les gens sont assignés à résidence. Ils font du graphisme, ils font des produits, ils font de l'espace, ils font de l'interaction, ils font ceci, ils font cela. Ils sont là où on leur a demandé d'être, là où ils ont cultivé leur expertise, là où pour moi le design, c'est le dessin, c'est le projet, c'est la culture du projet. Et donc le design, pour moi, c'est plus grand que les designers. Et donc cette histoire de la compétence et de la métacompétence, moi je la comprends, mais pour moi, elle est ancrée dans l'ancien monde. Comme le terme de compétence, parce que la compétence, elle est liée à la place que vous occupez. Et moi, je pense que la place que l'on occupe n'a de sens que le projet auquel on contribue. C'est pour ça qu'on peut changer de place. On doit pouvoir changer de place et surtout, on doit pouvoir se considérer non pas comme des gens qui sont à leur place, mais des gens qui collaborent, qui partagent le projet final qui est un projet politique. Donc,
moi, je m'apprête à écrire un petit article qui s'appelle « De l'extension du domaine du design », où d'un côté, je me propose d'étendre la design ladder en lui rajoutant une 5e marche, qui est design as politics, et de l'autre côté, à étendre la grille de Pine et Gilmore qui ont fait cette petite grille là, des économies qui vont, l'économie des matières premières, l'économie du produit, l'économie des services, l'économie de l'expérience, et qu'est-ce qu'il y a derrière l'économie de l'expérience? Ce qu'il y a derrière l'économie de l'expérience, c'est l'économie de l'existence. Donc, on est dans ton thème, vivre. C'est-à-dire que c'est vivre dont il s'agit. Et donc, ce n'est pas des expériences qu'il s'agit de générer, c'est des liens. Ce n'est pas des sensations qu'il faut proposer à nos concitoyens, c'est du sens. Et il n'y a plus de ceux qui fabriquent et ceux qui bénéficient, c'est les mêmes, c'est les citoyens. C'est le projet politique qui s'affirme, et c'est la seule réponse qu'on peut avoir à l'effondrement du modèle industriel, c'est la seule réponse qu'on peut avoir à cette leçon extraordinaire que le monde vient de nous donner avec la crise du Covid, qui est la fragilité absolue du modèle industriel et consumériste, et la nécessité tout d'un coup de remettre les mains sur le volant, de dire où est-ce qu'on va et comment on y va ensemble, et qu'on applique enfin le design à le design ultime qui est celui de la décision. C'est-à-dire que tout va dépendre de la qualité de nos décisions. Donc si nous sommes toujours postés à faire des produits, des espaces, et des interactions, et qu'on ne se dit pas, mais non, mais en fait, le vrai design, c'est le design de la décision. Parce que tout le reste, c'est des conséquences de ça. Et donc là, où Caroline parlait d'influenceurs, moi je dis, je ne veux pas que les designers soient des influenceurs, je veux que les designers accèdent au pouvoir. Non pas qu'ils conseillent les princes, qu'ils soient les princes. D'ailleurs, qu'il n'y ait plus de princes. Il n'y a plus de primus inter pares, il n'y a que des pares. Il n'y a que des pairs. Et dans ces cas-là, le design, quand on l'applique à la décision, et ce n'est pas une métacompétence, hein, c'est la méthode absolue pour prendre des décisions, à plusieurs. C'est toujours collaboratif. Donc pour moi, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire comment on passe d'un design qui est quand même, quoi qu'il en dise, connecté à la société industrielle et à la société de consommation, pour tout d'un coup le libérer à nouveau et le mettre là où il doit être, c'est-à-dire au plus haut niveau, celui de la prise de décision et donc de sa participation. Alors, je vais dire les cercles du pouvoir, c'est une métaphore évidemment, pour pouvoir peut-être enfin espérer être à la hauteur de ce siècle qui nous menace autant qu'il nous propose des opportunités. Merci Dominique. Je vois que Caroline a remis son micro en action. Et si tu en es d'accord, Caroline, un rebondissement de ta part et puis on continue un tour de table. Avant de te passer la parole, Caroline, merci Dominique d'avoir mis cette notion de décision sur la table. Et je me permettrai d'être provoquant à nous tous, à nous toutes et tous, en se disant ce que Dominique, tu viens de proposer, on est tous, je pense, partie prenante, mais en contrepoint du romantisme que Giuseppe signalait, l'utopisme que tu prononces, si je peux me permettre, c'est une provocation, comment va-t-il rencontrer des terrains de réalité? Et je nous laisse la question ouverte et je passe la parole à Caroline. Et puis, Dominique, tu rebondiras là-dessus, bien sûr. Bien sûr, parce que j'ai la réponse à ta question. Oui, super. Caroline, à toi. Oui. En fait, ce que Dominique a mis en lumière, c'est je dirais un enthousiasme qui m'a très longtemps animée, mais que j'essaie aussi de remettre un petit peu en perspective de manière critique, notamment avec les écrits récents qui ont été faits, entre autres en Angleterre, là, puis qui renvoie aussi à ce que Giuseppe a aussi mis en lumière, c'est-à-dire la mise en perspective historique, où les fondements, où le design a été animé très longtemps par un idéalisme social, un utopianisme social, où on voulait réformer la société, puis c'est extrêmement présent dans l'histoire ou dans l'ADN du design. Et ça renvoie à beaucoup de promesses. C'est pour ça que je trouvais que l'intervention de Giuseppe était particulièrement intéressante. Mais ça renvoie aussi à une certaine forme d'instrumentalisation potentielle des designers s'ils ne sont pas suffisamment formés à la question politique et à
à la tension inhérente aux politiques, c'est-à-dire que le politique, c'est des tensions avec lesquelles le designer n'est pas toujours très habile parce qu'il a l'habitude de résoudre des tensions. Parce que l'approche du design, c'est un solutionnisme technique, généralement, à différents niveaux, c'est-à-dire que ce soit de l'objet, technologique, etc. Et cette ambition de résoudre les tensions est peut-être en contradiction avec l'espace politique et démocratique qui doit permettre le débat, qui doit permettre de ne pas toujours tout résoudre. Et là, c'est là que je me pose des questions, à savoir la question de la promesse, en fait. Est-ce qu'on peut la tenir? Comment la tenir? Et comment intégrer ces dimensions de compréhension du politique, c'est-à-dire que si, par exemple, dans la formation, le sujet va de façon plus terre à terre, on a intégré les dimensions économiques, à la fois pour essayer de faire évoluer les modèles d'affaires qui ne sont pas toujours marchands, mais qui peuvent être autre chose, mais comprendre l'économie. Dans les études supérieures, ça m'apparaît de plus en plus important de comprendre le politique pour être capable de s'assurer que la capacité d'agir du designer ne soit pas encore strictement opérationnelle, c'est-à-dire je trouve une solution, mais et d'éviter l'instrumentalisation. Dans les projets publics sur lesquels moi j'ai travaillé, c'est essentiellement ce qui arrive généralement, c'est-à-dire qu'on va chercher le designer pour régler un problème, puis en bon québécois, dire patcher les trous. Mais en même temps, quand on essaie d'articuler la compétence que souhaite Dominique avoir, chez les designers, c'est très difficile. J'en ai très peu vu qui étaient capables de l'articuler puis d'être capable de pouvoir avoir la capacité d'agir dans des milieux où on a différentes structures, différents intervenants avec des langages différents, avec aussi leur propre légitimité et qui, parfois, devant cette espèce d'utopianisme social, je ne dirais pas qu'on passe pour... en fait, la crédibilité puis la légitimité du designer est mise en question. Donc, c'est vraiment des préoccupations que j'ai qui sont vraiment issues de comment on fait pour sortir du romanticisme, sortir de la promesse, sortir de cette espèce d'idéalisme, puis d'y aller de manière plus pragmatique à dire comment trouver la légitimité sans l'instrumentalisation, parce que c'est souvent possible. Les approches participatives, par exemple, peuvent être facilement instrumentalisées. C'est un sujet qui m'intéresse plus particulièrement, la démocratie participative, avec les approches de design qui se fait un peu en parallèle de la démocratie participative traditionnelle. Donc, comment on fait pour former des designers qui aspirent au projet plus large que Dominique amène et quel genre et là, on se renvoie à des compétences ou des connaissances parce que c'est des connaissances et des compétences et des expertises potentiellement parce qu'on doit remplir ces promesses-là. On doit pouvoir le réaliser. Puis pour le réaliser, bien, il faut qu'éventuellement on passe de l'abstrait au concret, ce qui est la force du design en général. Mais c'est immense comme ambition. Puis est-ce que cette ambition-là n'est pas en train de nous tuer aussi? Donc, c'est parce que c'est aussi de dire qu'on c'est très hégémonique là, comme ambition. Je ne sais pas si je lance le débat. Là. Oui, c'est parfait. C'est passionnant. C'est passionnant. Et je propose, avant de laisser Dominique réagir, Cathy, et puis Giuseppe, et puis Bertrand, et revenir ensuite à Dominique, si tu en es d'accord. Bien sûr, bien sûr. Du coup, alors c'est vrai que moi je trouve pour moi il y a derrière aussi ce qu'on dit des questions d'échelle, où est-ce qu'on se situe parce qu'en fait quand on englobe tout plein de choses, moi ce qui des fois m'embête avec ça, c'est que c'est tellement globalisant qu'au bout d'un moment on n'arrive pas à attraper ce dont on parle. C'est difficile à saisir, surtout quand après on s'adresse à des jeunes gens qui sont en formation. Ça demande quand même d'avoir
un certain nombre de cultures, ok, mais aussi de vécu, je pense. On en parle assez peu. Mais quand on parle de designer, souvent, je trouve que c'est une figure, souvent d'un personnage qui est assez jeune. Moi, je suis comme Bertrand, j'ai aussi eu une expérience en agence. Hein, j'ai travaillé pour Havas. Et donc, le designer, je pense, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est un jeune homme jeune. Voyez. Et donc, on ne parle pas aussi, du coup, alors, si compétence, le terme n'est pas le bon, mais il y a quand même quelque chose qui doit relever de socle, de choses sur lesquelles, et là je suis assez d'accord avec Caroline, on peut construire une légitimité. Les individus, pour pouvoir naviguer dans différents espaces, c'est-à-dire la décision et d'interagir du coup avec des gens qui vont avoir des règles différentes, en fait, faut être un peu robuste, quoi. Outils, savoir-faire, je ne sais pas, mais il y a un moment, on ne peut pas y aller tout nu. Parce que ça ne marche pas, quoi. Je pense que ça met les gens en difficulté. Alors, Caroline parlait de manipulation, mais si je fais un parallèle avec l'entreprise qui est une société, un grand groupe, moi je travaille dans un groupe, on est 180 000 personnes, c'est une petite société. Moi, j'ai les designers qui sont dans mon équipe, quand on les met dans certains espaces, moi, viennent me dire, Cathy, tu vois, j'ai besoin d'avoir, souvent ils me disaient, non mais Cathy, il faut que tu me donnes les épaulettes là. Parce que moi, quand je vais voir le CEO de quelqu'un et que j'ai 25 ans, j'ai besoin d'avoir autre chose que le design pour aller et pénétrer ces sphères. Donc, je pense que il faut, je pense, quoi, pour moi, hein, garder cette capacité à zoomer et dézoomer pour être capable d'embrasser large. Parce que si on ne fait que embrasser large, j'ai peur justement en fait que ce soit compliqué à appréhender. L'autre chose aussi qui me semble intéressante, c'est que moi j'aime bien ce que tu dis, Dominique, quand tu dis qu'il faut qu'on puisse être libre. Je pense aussi, pareil, que le designer, moi, je pense qu'il doit être libre de ses champs d'intervention. Je suis d'accord avec toi que le fait de dire je suis product designer ou espace designer, ça encapsule les gens, ça les enferme dans quelque chose. Et que aujourd'hui, le designer, il doit pouvoir définir ses champs d'intervention. Je vois par exemple chez Saint-Gobain, on a défini ce qu'était notre champ d'intervention pour cette entreprise. On n'a pas embauché des designers produits ou des designers d'espace, etc. On s'est déjà posé la question avant de grossir, de se dire quel était le champ d'intervention qu'on se donnait ou qu'on se proposait, etc. Et ça, je pense que ne serait-ce que déjà être capable de faire ça, je pense que de pouvoir accompagner les praticiens dans cet exercice-là, je pense que c'est déjà pas rien. Et puis, un autre point, et après je laisserai mon tour, c'est que moi, je rejoins aussi Giuseppe sur la mise en perspective en regardant pas uniquement maintenant. Et ça, pour moi, ça va aussi avec cette question globale. C'est qu'aujourd'hui, on a tellement globalisé que je suis d'accord avec Giuseppe qu'on finit par ne pas savoir ce qu'on manipule. Voilà. Et quand je le vois, par exemple, ne serait-ce qu'avec certains jeunes ou même moins jeunes praticiens, ils se retrouvent prisonniers justement des outils. Parce que ça reste concret. Ça reste tangible. Et quand je dis les outils, j'irai encore plus loin parce que c'est même pas que ce sont des outils ce qu'on propose au design aujourd'hui, notamment dans l'UX. Ce sont des templates. Donc, ça veut dire que ce sont des structures à penser. Et c'est là où je rejoins aussi Giuseppe dans la dimension où il y a un danger. C'est que quand moi, je suis mécanicien et que j'utilise une clé de 12, je le fais sciemment. Je sais ce que je manipule et je sais quand est-ce que je dois prendre une clé de 12 à la place de prendre une clé de 5. Quand on utilise des templates, je ne suis pas sûre qu'on soit dans ce niveau de conscience. Voilà. Donc moi, je ne pense même pas que dans le design aujourd'hui, on manipule des outils. Les gens sont dans des cadres de pensée. Et c'est pour ça que toutes les apps sont les mêmes. Parce que ces outils-là proposent les mêmes questionnements, qui amènent les mêmes réponses, qui amènent les mêmes formes. Là où ils sont vendus pour être des outils pour penser, ce ne sont pas des outils à penser. Et l'autre chose que disait Giuseppe, moi je suis complètement d'accord, et que ce soit dans le digital ou dans le produit,
c'est que quand on n'a pas la culture de l'industrialisation, on ne se rend pas compte à quel point, quand on pose un modèle, l'industrie, son objectif, c'est de faire en sorte de l'optimiser à l'extrême. L'industrie n'a pas envie. Les logiques d'industrialisation avec des modes de pensée qui encapsulent dans une seule réflexion, bah vous avez des produits qui sont tous les mêmes. Voilà. Et si les personnes ne sont pas, comment dire, éveillées à ça, par ce que disait Giuseppe, c'est-à-dire derrière, il y a une architecture, il y a des patterns, il y a des gens, il n'y a pas que Don Norman dans la vie, etc. Eh ben, on y va en étant de bonne foi. Et Cathy, merci d'avoir remis cette question autour de la table. Et Bertrand, JCP, réaction. Je vous avais dit, et le temps passe à une vitesse folle. Mais si vous en êtes d'accord, et on prenne quelques minutes en plus, parce que la mise en contexte, c'est faite et c'est maintenant. Oui, non, moi, j'ai juste un besoin de dire un truc, en fait. C'est juste parce que… Oui, vas-y. Oui, donc en fait, oui, enfin, moi, ce que j'observe, enfin, il n'y a pas de problème de design. C'est-à-dire, là, je rejoins totalement Dominique sur la question qu'il y a des problèmes d'organisation, de gouvernance et de prise de décision. D'accord ? C'est-à-dire, enfin, tout ce que est le design est le reflet de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de bon design, quel que soit le designer, si à un moment donné, on n'a pas un contexte organisationnel de prise de décision qui est sain dans le sens où il est clair par rapport à ses objectifs, par rapport en fait à dans quelle direction on doit aller, donc, quelle est une vision stratégique. Donc ça, c'est une évidence pour moi. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'observe tous les jours dans ma pratique professionnelle. Donc, une fois que j'ai dit ça, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, est-ce que le designer, est-ce que cette question du design de la décision, est-ce que c'est un champ de compétences du designer? Moi, je ne le crois pas. C'est-à-dire, moi, je crois que le designer participe certainement à cette problématique-là. Il peut participer, il peut apporter certainement des outils, des techniques et une intelligence, mais je ne suis pas certain que ce soit qu'on arrive à quelque chose si on le prend par ce bout-là. Parce que il y a une complexité finalement des systèmes aujourd'hui qui font qu'on ne peut pas y arriver par un seul champ de discipline. Cette question-là de l'extension du domaine du design, bon là je vais être provocateur, mais vraiment pour la discussion, c'est-à-dire que je ne suis pas certain, c'est-à-dire que c'est ça dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin d'interroger les choses, mais de façon beaucoup plus… voilà, qu'on a besoin au contraire d'avoir une meilleure focalisation, une meilleure capacité en fait d'intervention et qu'on doit, en tant que praticien, en tant que théoricien, en tant que chercheur et enseignant, donner une lisibilité beaucoup plus claire de ce dont on parle, que c'est la contribution des métiers, quoi, des pratiques et des parcours de formation. Sinon, j'ai l'impression qu'on continue cette fuite en avant et je ne suis pas certain que c'est ça dont on a besoin. Voilà, ça c'est un point de vue, mais effectivement, ça mériterait beaucoup plus de discussions, mais voilà, c'est là où j'en suis moi. L'autre chose, après je termine, parce que justement le temps passe, mais je veux dire aussi que, voilà, moi, effectivement, certainement, d'ailleurs, c'est parce que aussi je suis, bon, depuis toujours d'ailleurs, parce que pour mes origines, mais aussi là, encore plus maintenant, par la situation dans laquelle j'ai évolué, je n'arrive pas à avoir une vision, je ne sais pas ce que c'est, tu parlais, Dominique, du génie français, moi, je n'ai toujours pas compris ce que c'est. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, bon, moi, je vois qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de naître et que moi, ça m'intéresse énormément et beaucoup plus, qui est vraiment, et d'ailleurs, tu en parlais aussi, effectivement, de c'est une sorte de culture européenne du design qui est extrêmement riche. Et moi, personnellement, c'est là-dedans que j'ai envie d'évoluer, que j'ai envie vraiment d'apporter quelque chose, en fait. J'aimerais vraiment, au contraire, toi, qu'on ne parle pas de design italien, de génie français, des choses comme ça, parce que ça, je pense que là, pareil, toi,
suis pas certain que ce soit la bonne, dont on a besoin. Voilà. Mais bon, ça c'est. Et je le dis surtout, je vais être clair, hein, c'est pas du tout une posture polémique, au contraire. Hein, je pense que c'est vraiment une discussion qu'il faudrait qu'on arrive à porter tous ensemble. Mais ça mérite un Design Open Vivre numéro 4, 5, 6, 7, parce qu'il y a tellement de sujets que vous avez mis là. Et juste avant de passer la parole à Bertrand et puis Dominique, lorsque j'ai choisi le terme vivre, je vais vous donner mon irritation. C'est l'utilisation du mot expérience en français. Experience in English is not expérience en français. Et ça m'irrite fondamentalement. Vivre, c'est le vécu. Et Dominique, tu as rebondi là-dessus. C'est comment crée-t-on du vivre ensemble en tant que designer. Et c'est pour ça que je suis content de vous avoir tous autour de la table et de réfléchir à ces questions. Et Benjamin nous met dans le chat, il faut des profs de design en maternelle. Et je pense que c'est une question intéressante qu'on doit mettre sur la table. Et Benjamin, ça mérite un autre Design Open Vivre parce que ça oblige à réfléchir le zoomer, dézoomer, l'embrasser ou pas embrasser et la culture critique. Et donc, Bertrand, tu veux rebondir là-dessus et puis Dominique nous donner quelques réflexions de fin en sachant qu'on a brûlé les temps. Et d'habitude, je suis assez impartial avec le temps, mais malheureusement, on ne peut pas arrêter comme ça aujourd'hui à cette seconde, tellement frustrant. Donc, si vous en avez de plus, puis Pascal, Simon, Benjamin et puis les autres, on va continuer ça dans d'autres sphères et peut-être chez Dominique, dans ton environnement que tu es en train de créer. Plaisir. À Bertrand et puis à Dominique. Oui, alors je vais réagir et du coup, c'est intéressant ce commentaire de Benjamin parce que j'allais justement dire que je pense qu'il y a deux sujets autour de cette discussion. C'est l'acculturation aussi des jeunes designers qui sont en formation ou qui arrivent tout juste sur le marché du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de promesses. Alors, c'est un métier qui fait rêver. C'est un métier qui ouvre plein de possibilités dans plein de domaines différents. Mais j'entends aussi dans certaines écoles des designers qui sortent et qui pensent être un peu les maîtres du monde. Alors, je mets des guillemets à tout ça, mais de pouvoir déployer très rapidement, que ce soit des outils, des techniques, mais également accompagner des groupes à penser différemment, à créer, à imaginer, à vivre, mettre en place des expériences de vécu différentes. Et pour autant, comme disait Cathy, ils peuvent se casser les dents à un moment donné dans un système systémique qu'est l'entreprise, qui est une représentation souvent minimaliste d'une société à grande échelle, et pour lesquelles on a des actions spécifiques à mener et pour lesquelles on a des contraintes. On a des niveaux de hiérarchie, on a un certain nombre de points sur lesquels on ne peut pas diverger. Et par conséquent, je pense que dans la formation, il y a aussi à un moment donné pouvoir proposer cette dimension critique ou en tout cas ce point d'attention pour que les jeunes designers sachent, et donc j'imagine que Dominique l'a parfaitement en tête, mais sachent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir se confronter à ces problématiques et peut-être avoir les clés ou des outils qui leur permettront de passer outre. Et la dimension politique qu'évoquait Dominique, on la retrouve très bien également dans l'exemple de Cathy, dans l'entreprise, où à un moment donné, on peut imaginer des dispositifs, une belle créativité, et qui se retrouvent à ce moment-là à nouveau confrontés à des problèmes d'éthique ou de politique, souvent par les sphères hautes dans la hiérarchie de l'entreprise. Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de culture et d'accompagnement pour faire évoluer ça a bien changé depuis 10 ans, 15 ans, mais je pense qu'il y a encore un vrai travail, notamment dans les grandes entreprises. Alors, je vais parler de ce que je connais, grandes entreprises françaises. À vous entendre tous, et Cathy, je vais te provoquer là-dessus. Est-ce que le fait, tu as dit, on imagine le designer comme étant un jeune homme. Ouais. Et moi, je dis, Dominique, est-ce qu'on ne devrait pas autoriser les études de design à des personnes qui ont au moins 45 ans et qui ont eu 5 vies différentes pour casser ce paradigme-là? Oui, ben moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un des grands enjeux de l'éducation au design, il faut à la fois éduquer en formation initiale les designers de demain,
et non pas ceux d'avant, hein, parce que quand Caroline parle, ou Giuseppe, etc., parlent des designers qui ne seraient pas... Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on crée une nouvelle école, on va les former complètement différemment, et vraiment complètement différemment. C'est-à-dire que dans l'école que moi je crée, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans les autres écoles. Il n'y a rien du tout à voir. C'est-à-dire qu'on va faire 255 heures de sciences humaines et sociales. On va faire 140 heures juste pour comprendre comment fonctionne une entreprise, une collectivité. 140 heures, hein, pas 12, 140, les 2 dernières années. 255 heures de sciences humaines et sociales. 20 projets, toujours situés, toujours associés à un terrain. Toujours, que des professionnels qui enseignent. Les sciences humaines sur le terrain. La compréhension de l'entreprise sur le terrain. La compréhension des collectivités sur le terrain. De l'alternance des 2 dernières années. Donc, les équilibres qu'il y a dans cette école de design n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans les autres écoles de design qui, effectivement, essayent de former des maîtres du monde ou des auteurs ou voilà, la posture romantique, mais tout sauf romantique. Et pas de posture hégémonique. Hein, c'est-à-dire que la posture hégémonique, ça veut dire les designers vont faire le design de la décision. Non, le design, ce n'est pas les designers. Les designers contribuent au design, mais heureusement qu'il y a plein d'autres gens qui contribuent au design, parce que sinon, ça serait une catastrophe. Dans le design, il y a des designers, il y a des sociologues, il y a des managers, il y a des marketeurs, il y a des ingénieurs, il y a des élus, il y a plein de gens. Parce que le design, c'est le projet. Donc, quand je dis le design de la décision, c'est comment on prend dans un projet des décisions. Ce n'est évidemment pas les designers qui vont les prendre tout seuls. Hein. Ça serait aussi catastrophique quand c'est maintenant, c'est-à-dire des énarques qui les prennent tout seuls ou des ingénieurs qui les prennent tout seuls. C'est ça qui se passe en ce moment. Ils ne sont pas plus préparés à prendre des décisions, hein, Caroline. Quand tu disais, mais est-ce que les designers, ça va être très compliqué pour eux mais tu sais, juste Dominique, tu sais, nous, on a quand même à peu près une centaine d'heures de sciences humaines sociales dans notre formation. On a aussi des projets situés et on a aussi des projets en partenariat en entreprise. Donc, évidemment, ça, c'est la culture. Avec des formations en économie et en entrepreneuriat. On forme toujours des designers produits, des designers machin, des designers trucs. Et surtout, on ne leur dit pas, vous êtes les égaux des ingénieurs et des managers. On ne leur dit pas ça, parce qu'on ne les forme pas à ça. Moi, je dis, on va vous former à ça. C'est-à-dire que les autres, là, ce sont vos égaux. Ce n'est pas des gens c'est pas des donneurs d'ordre. Ce n'est pas eux qui vont décider tout seuls à la fin. Mais tu sais qu'il y a une différence française et américaine, canadienne. Oui, mais c'est pas mieux. Non, c'est pas la France, justement, parce que pour le coup, l'école qu'on crée ici, elle n'a rien de français. Elle n'a rien de français, parce que les Français forment des auteurs ou des techniciens. Voilà. Nous, on va dire, on va former des décideurs. Je vous avais dit que ça deviendrait passionnant après l'heure, c'est le cas. Et donc, pour finir là-dessus, Dominique, Dominique et Cathy. Je vais ouvrir une bouteille de vin là. Juste un point. Et après, vas-y. C'est pas du tout utopique, c'est au contraire hyper réaliste. C'est-à-dire que les utopiques, tu prends par exemple la gauche. Tu as Jaurès, tu as Jules Guesde. Jules Guesde, c'est l'utopie. Jaurès, c'est le réel. Nous, on dit il faut partir du réel pour aller à l'idéal. C'est ça qui est important. Et ce réel, on l'aborde à plusieurs. C'est-à-dire, ce n'est pas que les designers, on l'aborde dans le cadre de projets où il y a plein de gens différents. Et on apprend à parler à ces gens-là, à travailler avec eux et à voir combien c'est difficile. Mais on va partager avec eux en les formant, comme tu le disais, les ingénieurs, en formant des managers, la culture du design. On va partager une culture commune, qui est la culture du projet. Et chacun va amener ses spécificités, sa technicité, ses expertises, mais au moins, on va partager et la méthode et l'objectif. Parce que dès qu'on a la méthode et l'objectif, on articule nos savoirs là-dessus, on a plus de chances de réussir qu'avant. Donc, ce n'est pas du tout utopique, ce n'est pas romantique, c'est hyper réaliste en fait. Le terrain, on est les sociodémocrates du design. Donc là, je pense qu'on est chaud. Vas-y, Cathy. Allô, Cathy, tu nous entends? J'ai l'impression d'avoir perdu l'audio de Cathy. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, Cathy, par contre, on ne t'entend pas. Allô? Paradoxe. C'est Zoom qui l'a censuré. Les designers.
Cathy, on ne t'entendait pas, tu peux Ah mince. nous redonner ce que tu proposais? Oui, je disais, en effet, c'est-à-dire, vous m'entendez là? Parce que du coup, je pense Oui. que c'est un petit souci de communication. Oui. La question de l'âge et de qui design, et est-ce qu'on peut aussi être formé au design plus tard? Je ne sais pas si c'est une problématique de formation, mais il y a une chose qui est claire, c'est que pour designer, il faut être tous dans le même bain. Il ne peut pas y avoir les designers qui portent le design et puis à côté de les autres fonctions de l'entreprise. Et ça, ce que je peux observer et qui est compliqué à faire quand on est jeune designer, quand on n'a pas eu le vécu de différentes expériences de design, c'est qu'on prend du temps à comprendre que le sujet n'est pas le design. Ça prend beaucoup de temps pour un designer. Moi, c'est ce que je vois dans mon équipe, c'est que je passe mon temps à expliquer aux gens, en fait, que les gens en face de nous ne sont pas intéressés par le design. C'est pas ça le sujet quand on est dans l'entreprise. C'est un moyen, au même titre qu'il y a d'autres moyens. Et c'est pour ça que dans une entreprise, il y a différentes fonctions qui concourent ensemble à produire un objectif commun. Donc, et ça, par exemple, je pense que dans les écoles, on forme, et là, je suis d'accord avec Dominique, c'est que dans certaines écoles d'ingénieurs aussi, pareil, on pense que la finalité, c'est la machine. Cathy, on a des problèmes audio. Allô, allô. Cathy, tu nous entends? On va essayer d'atterrir sur ces échanges et ces éléments passionnants. Caroline, toi qui es à l'heure du déjeuner pendant que l'Europe est en train de partir dans sa soirée, tu nous donnes 2-3 mots pour clôturer cette session et puis je reviendrai auprès de vous toutes et tous. Et puis… oui, en fait, moi, je trouve que Cathy, on t'avait perdu. Bonjour. Ce serait intéressant de poursuivre autour de la question de l'entre-soi du design parce qu'on est tous ici des gens qui portent le design, puis on déborde beaucoup de nos intentions en faisant intervenir citoyens, sociologues, politologues, etc. Et à mon avis, on gagnerait beaucoup à sortir nos discussions de notre petite communauté. Oui, oui. Et Benjamin ajoute, Benjamin, tu veux prendre la parole et comme tu étais dans Vive 01 et tu nous dis, nous ne sommes pas des designers, nous sommes des utiles. Je propose, Benjamin, de te donner la parole et de clôturer cette session. Très, très rapidement, parce que vous parlez super bien. Je suis assez fan de vous. Sérieusement, je trouve ça vraiment intéressant et c'est vrai que moi, un des défis de tous les jours, c'est de m'inspirer des gens comme vous qui lancez des belles histoires, des belles visions, des belles approches, des belles interrogations. Mais c'est vrai qu'au quotidien, il faut être accessible. Et pour être accessible, il faut être cultivé parce qu'il faut se mettre selon la culture des gens qu'on a en face, il faut savoir se mettre à niveau. Et c'est vrai, le vrai défi de tous les jours pour un designer, c'est d'être dans l'action et surtout de comprendre les autres pour être le plus approprié. Et je trouve que tout ça, c'est super intéressant. J'adore la logique d'être cultivé, d'avoir du vécu. Ça, je le garde pour demain, parce que ça, je vais le dire à mes collaborateurs qui sont tout jeunes et qui utilisent des templates dans tous les sens. Et ça ne fait pas tout. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Je suis assez fan et qu'on soit des designers de décision, moi, j'adore. Donc, bravo à vous tous. Chapeau. Merci à Benjamin et Pascal. Je ne sais pas si vous souhaitez interagir, réagir avant qu'on clôture cette session et puis on reviendra par mail auprès de chacun d'entre vous. Pour tout vous dire, Pascal, avant de vous passer la parole, c'est que… Je vais être très bref parce que c'est vrai qu'on pourrait discuter encore très longtemps. J'ai trouvé très intéressant les points de vue de chacun. Ils se regroupent, ils se recoupent, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a… Alors, je voulais juste dire quelque chose à propos de la culture et surtout par rapport à la façon dont on le transmet à nos étudiants. La grande difficulté qui existe, il me semble, c'est qu'ils ont une très grande difficulté à contextualiser. Et on parlait de contexte et tout à l'heure. Je pense que ça, c'est un point faible dans
la contextualisation, quoi. Ça permettrait effectivement de faire à la fois, comme disait Giuseppe, un retour vers le passé, voir comment est le présent, se projeter dans l'avenir en contextualisant, mais simplement la façon de vivre, de produire, voilà. Et ça, ça s'associe à la culture et les étudiants aujourd'hui ont un vrai problème avec ça. Enfin, voilà. Super. Merci, Pascal. Oui. Et donc, on va terminer cette session et puis on continuera nos conversations dans d'autres cadres ou contextes. Et je vous remercie toutes et tous. Avec ce mot de la fin, c'est comment crée-t-on du contexte? Comment transmettons du contexte? Et là, je vois que Caroline et Dominique sont partis dans un ping-pong passionnant dans le chat. Et ça mérite qu'on continue. Donc, merci à Caroline, à Cathy, à Giuseppe, à Bertrand, à Dominique d'avoir pu échanger, à Benjamin et Pascal. Et puis, il y aura d'autres traces de ces conversations. Et l'idée, c'est éventuellement d'en faire une publication. Puisque une des remarques que je me fais, c'est ce type de conversation nécessite visibilité en dehors du cercle de ceux qui sont partie prenante et qui sont conscientes de tout ça. Et Dominique, tu disais, il faut qu'on travaille avec les autres. Et les autres, pour moi, ce sont les sceptiques. Parce qu'ici, on est à peu près tous d'accord. Mais il y a des sceptiques qui ne comprennent rien de rien. Et la raison de mettre en place ces sessions vivres, c'est d'articuler nos passions pour pouvoir les transmettre et les partager à des sceptiques et créer de la friction avec ces sceptiques-là pour rejoindre ce que tu lances dans la création de ton école, qui est en résonance, je suis sûr, avec ce que Caroline fait, avec d'autres approches, mais c'est là où on doit continuer à travailler nos articulations et à les exprimer. Et donc, je souhaite toutes et tous vous remercier d'avoir été dans cette série de conversations et j'espère qu'on va pouvoir continuer à ce que j'appelle à déplier. Il y a une nécessité de déplier, et comme dirait Pascal, à contextualiser. Et déjà, entre nous, on a besoin de continuer à faire ça. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à Caroline un bon après-midi. Et à très bientôt. Et là, je vais remercier Surjo qui manipulait la partie technique du Zoom et qui est, lui, à Bangalore. Donc, pour lui, c'est fort tard ce soir. Et thank you, Surjo, for having organized all the Zoom session and having all of us here. Surjo doesn't yet speak French, so un de ses défis. Il est resté pendant toute la session et il nous a suivis et il a dit qu'il était fasciné par toutes les discussions puisqu'il suivait en partie. Donc, thanks Surjo, and merci à toutes et tous et à très bientôt. À bientôt. Thank you. À bientôt. Merci Bye bye. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, suite par enregistrement, et je vous tiendrai au courant quand ça va être mis en ligne. Bertrand, à bientôt. Dominique. À très bientôt.